Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7. En bref et en images, crise en Libye, le médiateur de l'ONU pour la Libye justement a exhorté mercredi les parties prenantes au conflit libyen à faire des concessions sous peine d'un effondrement du pays. Il a évoqué la situation économique chaotique de la Libye, non sans avertir que la Banque centrale ne sera plus en mesure de verser les salaires d'ici un mois et demi. Selon le médiateur onusien, ces négociations constituent une dernière chance, un moment crucial pour la paix et la reconstruction de la Libye, au moment où le pays est confronté à un effondrement de son économie et à une montée en puissance du groupe État islamique. Ces pourparlers rassemblent 27 représentants des différentes factions et s'achèvent jeudi. Au Burundi, les manifestations se poursuivent, mais la présidence a finalement annoncé le report des élections prévues ce vendredi à une date ultérieure, laissant entrevoir la possibilité d'une reprise du dialogue pour résoudre la crise politique dans le pays. La présidence appelle à un dialogue franc et constructif pour que les échéances dictées à la fois par le sommet des États de l'Afrique de l'Est et la constitution du Burundi soient respectées. Mercredi, l'opposition, dans un souci d'ouverture, s'est dite prête à reprendre le dialogue avec le pouvoir. Elle a aussi indiqué que la question du troisième mandat de Pierre Nkurunziza n'était pas tabou. Initié courant mai sous l'égide de l'ONU pour tenter de désamorcer la crise politique qui secoue le pays depuis plus d'un mois, ces négociations entre le camp présidentiel, l'opposition et la société civile butent notamment sur l'arrêt des manifestations et le retrait de la candidature de Pierre Nkurunziza. Au Nigeria, des hauts gradés de l'armée seraient passibles de poursuites pour crimes de guerre. C'est l'annonce faite par Amnesty International qui a publié un rapport mercredi réunissant des preuves contre des officiers supérieurs nigérians suspectés d'être impliqués dans la lutte contre Boko Haram. Le reportage de Dina Koussou. La Cour pénale internationale pourrait avoir de nouveaux clients dans peu de temps. Amnesty International a rendu public ce mercredi un rapport de 133 pages intitulé « Des galons sur les épaules, du sang sur les mains » qui remet en cause une partie importante de hauts gradés nigérians dans la lutte contre Boko Haram. Pour cette organisation de défense des droits de l'homme, les droits humains ont été violés en prétextant faire appliquer la loi. Les militaires nigérians ont été engagés dans une violation systématique des droits humains dans le cadre du droit humanitaire international. Et nous croyons que ces actes constituent des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité. Nous avons recensé plus de 27 cas d'exécution extrajudiciaire et nous croyons que plus de 1200 personnes ont peut-être été assassinées illégalement par les militaires. Nous pensons que plus de 7000 personnes sont mortes en prison, détenues par les militaires, et nous pensons que depuis 2011, plus de 20 000 Nigérians ont été victimes d'arrestations et de détentions arbitraires. Une enquête préliminaire sur l'insurrection de Boko Haram a été ouverte au Nigeria. On parle d'au moins 17 000 morts depuis 2009, selon Amnesty International. Le tribunal avait estimé par le passé ne pas avoir de preuves suffisantes pour poursuivre l'armée nigériane quant à de violences systématiques commises à l'encontre de civils dans le cadre de la contre-insurrection. Restons au Nigeria pour dire que moins d'une semaine après l'investiture de Muhammadu Buhari, un militaire nigérian a pris la tête de la force d'intervention contre Boko Haram basée au Tchad. Le nouvel homme fort du Nigeria s'active manifestement à vaincre la secte dirigée par Abubakar Shekau. Les détails avec Uriel Abaga. Le major général Tukur Youssouf Bouratai a pris mercredi en N'Djamena au Tchad le commandement de la MNJTF, la force d'intervention militaire africaine et régionale contre Boko Haram. Une prise de fonction qui intervient alors que Muhammadu Buhari, le nouveau chef de l'État nigérian, rend visite à ses homologues présidents du Niger, du Tchad et du Cameroun, autres pays victimes des affres de la bande Abubakar Shekau. Depuis la campagne pour l'élection présidentielle dont il est sorti victorieux de Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari, qui présidera aux destinées du Nigeria pendant les 4 prochaines années, a fait de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram la priorité de son mandat. La direction de la lutte contre les islamistes
avait quasiment été arraché par Idriss Déby, le président tchadien en début d'année. Les observateurs avaient alors déploré la faiblesse de Goodluck Jonathan, qui a fait preuve de toute son impuissance contre ce groupe terroriste qui fait des ravages dans la région du lac Tchad. La prise de fonction du major général Bourataï sonne comme une rupture totale avec l'ancien régime en place à Abuja. C'est surtout la preuve que Muhammadu Buhari, l'ancien militaire, fera preuve de plus de pragmatisme pour vaincre Boko Haram, une organisation qui a fait plus de 15 000 morts depuis 2009. Depuis quelques jours, les islamistes perpètrent des violences à Maïdougouri, la grande ville du nord-est du Nigeria, capitale de l'état de Borno. Des dizaines de personnes y ont perdu la vie, quelques jours après la prestation de serment de Muhammadu Buhari, qui a promis de déplacer d'Abuja à Maïdougouri, le centre de commandement des opérations militaires contre Boko Haram. Des exactions qui s'apparentent à un bras de fer entre Shekau et Buhari. Au Sénégal, en prélude au procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui débutera le 20 juillet prochain à Dakar, les juges des chambres africaines extraordinaires ont auditionné mercredi l'ex-chef d'État. Mais l'ancien chef de l'exécutif tchadien est resté silencieux devant la juridiction chargée du procès. Le compte rendu de Dina Koussou. Ordinaire pour être auditionné avant l'ouverture du procès qui est prévu avoir lieu le 20 juillet prochain à Dakar au Sénégal. L'interrogatoire d'identité a donc constitué l'une des étapes préliminaires qui donnera le ton du procès à venir. Fidèle à son habitude, pendant les 19 mois d'instruction, le président Habré est resté muet devant les juges sous le regard de ses avocats qui ont précisé que leur client a dû être porté pour sortir de la prison. Tandis que le procureur général des chambres a estimé qu'il a été amené sans violence ni heurts. Ce fut un interrogatoire à sens unique qui a duré une vingtaine de minutes. Le président des chambres africaines extraordinaires a accepté que l'ancien numéro 1 tchadien porte son habituel turban. Puis, à sa sortie, l'homme de 73 ans a salué quelques-uns de ses soutiens présents sur le territoire sénégalais avant de regagner la prison. Rendez-vous le 20 juillet prochain, premier jour du procès, où le président de la juridiction chargée du procès pourra choisir de faire comparaître Habré, de forcer si c'est nécessaire. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu ce vendredi à Libreville, la capitale gabonaise. Cette visite intervient dans le cadre de la tournée en Afrique subsaharienne du souverain chérifien. La signature de plusieurs protocoles d'accord axés sur des projets économiques et sociaux va être au centre des échanges entre Ali Bongo Ndimba et Mohamed VI. Marguerite Biogou. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu ce vendredi au Gabon. Après Dakar, Bissau et Abidjan, le souverain chérifien va clôturer sa tournée en Afrique subsaharienne à Libreville. Cette visite va donner lieu à la signature de plusieurs protocoles d'accord entre le Gabon et le Maroc. Selon Mohamed VI, cette tournée est une manière de dynamiser la coopération entre les pays du Sud. Les Gabonais, qui ont salué les retombées de cette coopération, ont tout de même fait part de leurs attentes. Le Gabon a longtemps coopéré avec le Maroc dans le domaine de la santé et le domaine militaire. Il faut que le Gabon sache cette fois-ci profiter des avantages de coopération. Quand on parle de coopération, nous sommes dans le cadre où on devra parler de coopération gagnant-gagnant. J'aurais appris qu'il n'y a plus de visa entre le Gabon et le Maroc, donc c'est des bonnes initiatives comme ça qu'il faut louer. Et c'est tout à fait normal. Aussi, cette coopération bilatérale permet-elle depuis de nombreuses années au Gabon de bénéficier de l'expertise marocaine. Dans le domaine de la santé notamment, on compte plusieurs évacuations sanitaires effectuées vers ce pays du Maghreb. En outre, cette expertise marocaine prête également main forte au Gabon en matière d'investissement humain. L'agriculture n'est pas en reste dans cette relation entre les deux pays. Toutefois, cette coopération ne devrait pas être unilatérale. Le Gabon gagnerait également à faire valoir son expertise au royaume chérifien. Toujours à Libreville, ouverture jeudi de l'atelier de validation de la stratégie nationale sur le mécanisme d'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages de ces dernières, connu sous le sigle APA. Ceci en vue de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Le directeur général adjoint de l'environnement, Hans Simplice Boukinda, a présidé les travaux. Reportage. L'atelier de validation des documents sur l'APA, l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci, s'est ouvert jeudi à Libreville. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya.
Ce projet va permettre au Gabon de mettre en place son régime APA conformément aux réalités locales et surtout au protocole de Nagoya et aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique ratifiée par le pays en 1997. Cet instrument juridique international contraignant définit un cadre exhaustif pour mettre progressivement un terme à l'appauvrissement de la diversité biologique. Il reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Selon le directeur général adjoint de l'environnement, l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique oblige les États à poursuivre 3 objectifs, à savoir la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources et le partage juste et équitable des avantages. Ce dernier point reste débattu au sein de la CDB. Le 3e objectif reste et demeure l'une des questions les plus importantes et les plus vivement débattues au sein de la CDB. C'est dans ce contexte que les pays à méga biodiversité, insatisfaits du rythme avec lequel les négociations sont réalisées, ont lancé un appel en 2002 lors d'une réunion internationale, c'est-à-dire l'appel de Cancun. Cet appel a été le véritable catalyseur des négociations en matière d'APA en vue de mettre en place un régime international. Il faut dire que la mise en œuvre du protocole de Nagoya exige un renforcement des capacités des parties prenantes au processus, accès et partage des avantages, et la stratégie nationale APA, selon les responsables gabonais de l'environnement, répond à cet impératif. De l'économie pour la suite du journal, l'ONG burundaise ADISCO a reçu mercredi le prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique. Créée en 2006, cette ONG a été récompensée pour son action qui stimule l'esprit d'entreprise, la création de coopératives et de mutuelles de santé fédérées au niveau national afin de renforcer l'autonomie financière des individus et de changer durablement les conditions de vie au Burundi. Judith Kwendo. Créée en 2006, l'ONG burundaise ADISCO a été récompensée mercredi du prix du Roi Baudouin pour son action qui stimule l'esprit d'entreprise, la création de coopératives et de mutuelles de santé fédérées au niveau national afin de renforcer l'autonomie financière des individus et de changer durablement les conditions du vivre au Burundi. Le fait qu'ADISCO se voit décerner un prix alors que le pays vit des événements dramatiques illustre d'autant mieux l'importance de soutenir le combat mené par des femmes et des hommes pour que les populations gardent espoir et pour développer d'autres formes de réconciliation et de cohésion nationale. Le Burundi a vécu pendant plusieurs années dans une situation de guerre ouverte et donc les mécanismes de pauvreté, la situation de la pauvreté ainsi que les mécanismes de dépendance face à la gratuité sont beaucoup plus importants. S'il y a des violences au Burundi, c'est parce que des jeunes aujourd'hui sont sans espoir, n'ont rien à perdre, que ce soit des jeunes du parti au pouvoir, que ce soit des jeunes des partis d'opposition. Aujourd'hui, elles sont dans une misère tellement forte qu'il est vraiment difficile de construire un futur là-dessus. L'association ADISCO a pour objectif d'accompagner l'émergence et le développement d'un mouvement social national basé sur la solidarité, capable de porter son propre développement et d'influencer les politiques au profit des couches modestes de la population. Le prix du Roi Baudouin a été remis officiellement ce mercredi 3 juin 2015 au secrétaire général d'ADISCO, Deo Nyonguru. Le ministre du pétrole du Venezuela, Asdrubal Chavez, a regretté mercredi la guerre des prix involontaires entre producteurs de brut causée par l'arrivée du pétrole de schiste américain. Une guerre des prix qui a été motivée par le besoin des pays de l'OPEP de sécurité leur part de marché. Les explications de Judith Kwendo. Mercredi, lors du séminaire de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, le ministre du pétrole du Venezuela, Asdrubal Chavez, a indiqué que les producteurs ont été forcés à chercher de nouveaux marchés pour maintenir leur niveau de production, ce qui a provoqué une sorte de guerre des prix non voulue entre les pays frères producteurs. Cette guerre des prix, a précisé le ministre, a été motivée par le besoin de ces pays de sécuriser leur part de marché.
Les producteurs ont été forcés à chercher de nouveaux marchés pour maintenir leur niveau de production, ce qui a provoqué une sorte de guerre des prix non voulue entre les pays frères producteurs de pétrole. Les pays de l'OPEP et hors OPEP n'ont pas reçu les avertissements qui auraient permis de contrer les effets négatifs du pétrole de schiste, a souligné le ministre. Ainsi, nous avons préféré continuer avec un niveau confortable de prix à plus de $100 le baril, ce qui a permis au pétrole de schiste de développer, a-t-il précisé. Le pétrole de schiste est un phénomène qui ne va pas disparaître et nous devons vivre ensemble et trouver un équilibre, a-t-il poursuivi. Ces derniers mois, des discussions ont par ailleurs eu lieu entre les pays de l'OPEP et hors OPEP, comme la Russie et le Mexique, pour tenter d'alléger le fardeau des coupes qui reposaient sur le cartel seul. Mais aucune volonté de coopération de la part des producteurs hors OPEP n'a réellement émergé. Les autorités marocaines ont interpellé 2 hommes homosexuels et expulsé 3 femmes accusées de vouloir ébranler les fondements sociaux religieux de la société marocaine. Ces actions sont la preuve que le royaume chérifien, comme plusieurs autres pays africains, n'est pas prêt à légaliser l'homosexualité. Uriel Abaga. Jeudi, le gouvernement marocain a annoncé la détention de 2 hommes et l'expulsion de 3 Européennes. Les 2 premiers de nationalité marocaine ont été arrêtés pour s'être embrassés devant la tour Hassan, minaret d'une mosquée historique de Rabat. 2 féministes françaises les ont imités et ont été expulsés, de même qu'une Espagnole dont l'identité n'a pas été dévoilée, arrivée au Maroc pour superviser l'opération des Femmes dans le royaume chérifien. Pour Ina Chevchenko, la chef de file des Femmes en France, ces actions sanctionnées visaient à dénoncer la législation marocaine qui pénalise toujours la pratique des rapports entre personnes de même sexe. Par ces exhibitions jugées impudiques, le Maroc voit des manœuvres provocatrices et un harcèlement d'organisations étrangères visant délibérément à détruire les fondements de la société marocaine basés sur les préceptes islamiques qui réprouvent l'homosexualité. Plusieurs pays africains refusent de laisser libre cours aux LGBT, les lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels et s'attirent de manière systématique les foudres de l'Occident où cette cause évolue. Le dernier exemple en date est l'Ouganda, qui pour avoir promulgué une loi anti-homosexualité a écopé de lourdes sanctions des États-Unis qui aujourd'hui déstabilisent ce pays de l'Afrique de l'Est. Quelques semaines après la censure du film Much Love qui fait état de la prostitution à Marrakech et qui est perçu comme une incitation à la débauche, les autorités marocaines prouvent par ces arrestations et expulsions qu'il reste un État traditionnaliste soucieux de la défense de ses valeurs. Toujours en culture, cette fois en bref et en images, ouverture du Festival international du film arabe à Oran, c'est en Algérie. La 8e édition du Festival international du film arabe s'est donc ouverte mercredi dans la ville d'Oran en Algérie. 38 films venus de 17 pays arabes et occidentaux sont en compétition. La réalité dans le rôle du héros, c'est le slogan de cette édition de 10 jours de compétition, de projection et d'hommage au grand nom du 7e art. Plusieurs participants étrangers, dont 17 pays arabes, prennent part à ce festival en présentant leurs œuvres cinématographiques. Côté programmation, on compte 12 films en lice pour décrocher un des prix du festival intitulé pour cette édition Les Plumes d'Or, 14 courts-métrages et 12 productions inscrites dans la catégorie du film documentaire. Une statue en bronze d'Albert Einstein a été dévoilée mercredi à l'Université hébraïque de Jérusalem. L'inauguration de ce monument marque le 100e anniversaire de la publication de la théorie de la relativité générale. Roland Jacou. Une statue en bronze d'Albert Einstein a été dévoilée mercredi 3 mai dernier sur le campus de l'Université hébraïque de Jérusalem. Le monument, qui s'élève naturellement entre la Bibliothèque nationale et le département de mathématiques et de physique, a été conçu par le célèbre sculpteur Georgi Frangulian, natif de Géorgie. C'est le campus des sciences de l'université hébraïque. Albert Einstein se tient ici. Il regarde par là vers le bâtiment des mathématiques qui s'appelle le bâtiment Albert Einstein. S'il se tourne, il peut voir la Bibliothèque nationale, dépositaire du savoir de beaucoup de juifs. Haute de 2,5 mètres, la statue exprime la relation historique qu'entretenait le physicien théoricien avec l'université hébraïque, dont il était l'un des fondateurs et des partisans les plus fidèles. L'inauguration de ce monument marque ainsi le 100e anniversaire de la publication de la théorie de la relativité générale, formant la base de la physique moderne, ainsi que le 60e de la mort du physicien juif le plus célèbre du monde.
Cette année, il y a 3 anniversaires. Le premier est le centenaire de la première publication de la théorie de la relativité. Le second, le 60e anniversaire de sa mort. Et cette année, l'Université hébraïque de Jérusalem célèbre ses 90 ans. Le père de la théorie de la relativité a même légué ses esprits, son héritage intellectuel et les droits d'utilisation de son image à l'Université Hierosonymienne. Les révélations se succèdent dans le scandale de la FIFA. Nous sommes là en sport. Le Maroc est accusé de corruption concernant l'attribution du mondial 2018. La justice américaine enquête actuellement sur des soupçons de pots de vin versés par le Maroc en vue de l'obtention de l'organisation de la Coupe du Monde de 1998. L'Afrique du Sud est également dans le collimateur de cette instance américaine concernant les révélations autour de l'attribution du mondial 2010. Le pays des Bafana Bafana est désormais sous la surveillance de sa propre justice. Michel Zeuilly. À voir la tournure que prennent les événements, l'on pourrait croire que la démission de Sepp Blatter au poste de président de la FIFA a déclenché une bombe à retardement, car les soupçons de corruption autour des attributions des Coupes du Monde se multiplient. L'Afrique du Sud et le Maroc sont dans le viseur de la justice américaine. Le royaume chérifien est en effet soupçonné d'avoir versé de pots de vin pour tenter d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 1998 au football attribuée à la France d'après la justice américaine. Cette même justice a également mis en cause l'Afrique du Sud dans l'obtention de la première Coupe du Monde 2010 après avoir révélé que l'Afrique du Sud avait procédé à un virement polémique de 10 millions de dollars dans le cadre du mondial 2010. Après enquête, les autorités américaines ont conclu ce mercredi que le Trinidadien Jack Warner, ancien président de la Confédération nord-américaine de football, était mêlé à cette mascarade et ont également inculpé 9 membres et 5 collaborateurs de corruption, blanchiment d'argent et fraude électronique. À l'heure actuelle, les enquêtes se poursuivent, mais curieusement, les autorités marocaines n'ont pas encore réagi à ces accusations de la justice américaine portées à leur encontre. Le 7 en plus de notre principale édition de 20h d'hier était plutôt consacré à un invité. Il s'agissait de Patrick Boimé, réalisateur gabonais, dont la nouvelle série sera présentée ce jour à Libreville, c'est-à-dire ce vendredi. Je vous propose donc de suivre leur entretien. Il était l'invité de Kanoa Tomomengue. Patrick Boimé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous présentez donc votre série dès demain. L'avant-première sera faite à l'auditorium de Gabon Télévision. De quoi est-il question dans votre série? Déjà, merci de me recevoir dans ce beau studio de Canal 7. Demain, il s'agira, comme vous l'avez dit, de l'avant-première. L'avant-première, c'est une projection privée, réservée aux acteurs, aux parents, aux sponsors, etc. À peu près comme une conférence de presse, tout simplement. Exactement. Voilà. Alors de quoi il s'agit dans votre série? Quel est le thème principal de votre série? Bien, Étoile assombrie, c'est, comment dire, on peut peut-être dire une métaphore ou bien une figure de style, comme disent les philosophes. Une étoile brille toujours, mais dans cette série, elle est plutôt assombrie, cette étoile. Vous me direz pourquoi. Mais c'est tout simplement l'histoire d'une jeune actrice qui s'appelle Barbie, qui a beaucoup d'amour pour ses parents, pour sa mère, mais malheureusement sa maman a plus d'amour pour les autres enfants. En fait, c'est tout simplement la moralité de ce film. Je viens dire stop à ces parents-là qui font la différence entre les enfants, parce que s'entraînent. Et qui en aiment les uns beaucoup plus que les autres. Voilà. Souvent, c'est celui qui apporte un peu plus dans la famille qu'on rejette un peu plus, et celui qui est toujours en train de dormir, qu'on admire, qu'on aime. Et non, et il s'entraîne souvent. Oui. Quelles ont été les conditions de tournage de cette série? Bon, très rapidement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Bon, les conditions de tournage, c'est un peu comme souvent quand je suis en tournage.
Les acteurs sont là, les appareils sont là. Bon, conditions difficiles, assez faciles. Conditions, c'est beaucoup plus le côté humain. J'ai toujours dit c'est le côté humain, la chose la plus difficile dans la vie. Ça veut dire les acteurs, mais c'est la chose la plus difficile de gérer. C'est pas l'argent, mais c'est les humains, il faut les gérer. Mais quand vous avez de l'amour pour votre travail, on traverse les obstacles. Alors comment ont été organisés les castings? J'ai une école de cinéma depuis plus de 20 ans qui s'appelle Expression 7. C'est une école qui forme les acteurs depuis plusieurs années, tout simplement. Donc, Expression 7, qui est mon école de cinéma, n'est qu'une réserve d'acteurs, tout simplement. Donc, je les prends à l'intérieur pour jouer dans mes films. Alors, les moyens financiers, c'est quand même colossal, hein, 52 épisodes à venir. Comment vous faites? 52 épisodes. Vous avez des partenaires? Oui, j'ai des partenaires. Mon premier coproducteur, c'est Satcom. Voilà, nous sommes coproducteurs, Expression 7 Productions et Satcom. Voilà, nous sommes partenaires dans ce... Et il y a des sponsors comme Beaufort, pour ne pas citer la marque de bière, et lycée privé à Roissy, et IHEM, l'école de hautes études de management. Voilà, pour ne citer que cela. Alors, très rapidement rappeler, l'avant-première, c'est bien demain? C'est bel et bien demain, à l'auditorium de la RTG. Venez nombreux, pour ceux qui ont les billets. C'est une série vraiment formidable. Il n'y a qu'à voir un peu les extraits, j'espère que ça plaira à toute la population. Nous espérons. Demain à 17h. Demain à 17h. À la RTG. C'est une série qui est prévue sur 52 épisodes. Nous avons déjà tourné une dizaine d'épisodes. Voilà. Patrick Boimé, merci d'être arrivé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. L'avant-première de cette série intitulée Étoile assombrie, c'est donc ce soir, ce vendredi soir. C'est la fin de cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.